bonjour à tous, je me présente Béatrice Bouy, je travaille au sein de la Maison départementale de l'autonomie et j'accompagne le projet de déploiement d'un projet qu'on appelle Domicile dans les Yvelines, qui est le résultat de 10 années de réflexion portée par notre directeur général des solidarités. Et je vais vous le présenter maintenant. Il répond à plusieurs constats et donc à plusieurs objectifs. Donc, la première réalité vécue dans le département des Yvelines, c'est une augmentation importante du nombre de bénéficiaires des prestations du département, donc l'APA et la PCH, qui nécessitait de simplifier les process de facturation, de paiement et de mise en œuvre des solutions. Et donc, voilà, avec un objectif de plutôt automatiser toutes ces tâches administratives support pour se concentrer à l'essentiel. Un deuxième constat, c'était un vrai besoin de coordination de l'ensemble des parties prenantes de l'accompagnement au domicile de ces publics, qui devait être facilité par des outils modernes et sécurisés. Donc ça, c'était un deuxième constat. Et le troisième, c'était l'idée aussi... Qu'est-ce que j'allais raconter? J'étais en train de lire le paragraphe. Donc le projet domicile, il vient répondre au moins à ces deux constats-là. Il faut simplifier toute la partie administrative sans valeur ajoutée et il faut apporter des outils qui favorisent la coordination des acteurs au domicile des personnes. Voilà, et donc de ces constats est né un projet qui répond à 3 objectifs. Donc l'efficacité et la traçabilité des interventions à domicile tout au long de l'accompagnement. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un bénéficiaire reçoit des prestations du département, pendant très longtemps, il devait lui-même justifier des dépenses qu'il avait eues de l'APA et de la PCH. Et donc il envoyait ses factures au département, et donc il y a une équipe importante au département qui venait à chaque facture enregistrer ses dépenses. Un premier pas de simplification avait été fait en demandant à passer dans ce qu'on appelle le paiement direct. Ça veut dire qu'une partie de ces factures n'était plus demandée aux bénéficiaires, mais c'était directement le SAD qui venait rendre compte de son activité au département. Et on était toujours sur un système non harmonisé où autant de SAD envoyaient autant de formules différentes pour justifier leur activité. Donc l'idée, c'est de rendre ce travail plus efficace, avoir une vraie traçabilité d'intervention, et donc s'assurer aussi que les prestations qui étaient délivrées au domicile des personnes étaient bien en adéquation avec les plans d'aide, qui sont les résultantes d'une évaluation des besoins des personnes et de ce que le département va aider à financer. Voilà. Donc le premier objectif, c'était celui-là. Le deuxième, donc améliorer la coordination des interventions. On avait fait le constat qu'il y avait un problème. On n'était pas les seuls, alors les Mayas aussi précédemment, qui sont des acteurs de l'amélioration de tout l'accompagnement des publics âgés, avaient déjà fait ce constat de manque de coordination pour plein de raisons, des terminologies qui ne sont pas les mêmes, des pratiques qui ne sont pas forcément similaires. On a tendance à travailler un peu en silo. Ils avaient déjà réfléchi à des outils de coordination, ils avaient réfléchi à des carnets de liaison qui étaient restés à l'échelle d'un carnet de liaison papier. Là, le département a voulu aller un peu plus loin en proposant un carnet de liaison dématérialisé qui serait utilisé par non pas uniquement que les SAD, mais demain aussi les SIAD et demain l'ensemble des acteurs au domicile. Pourquoi pas les médecins un jour, voilà. Vraiment un outil central, et avec une idée que cet outil ne devait pas être à la main du coup des professionnels, mais à la main de l'usager, du bénéficiaire. Et donc je pense que c'est ça vraiment le parti pris du département. C'est quand on dit mettre l'individu au cœur du dispositif, on l'a traduit par lui confier en fait la responsabilité de ses données, de son suivi d'accompagnement. Et donc le carnet de liaison dématérialisé va être vraiment propriété le département l'offre aux bénéficiaires et c'est lui qui a la charge de la conservation de ces données. Voilà. Et donc ces 3 objectifs a permis de mettre en œuvre le projet Domicile. Et j'ai oublié de présenter mon voisin, je suis désolée, d'estrade. Donc c'est Majid Assimi qui est associé de l'entreprise Hippocad, qui est le prestataire que le département a retenu pour mettre en œuvre cette solution domicile. Voilà. Excuse-moi Majid, je t'ai oublié. C'est pas grave, voilà. Bonjour à tous, donc Majid Assimi, moi effectivement je suis le directeur du projet Domicile et on accompagne le département maintenant depuis un peu plus de 2 ans, à la fois sur la mise en œuvre technique, mais aussi sur toute sa dimension organisationnelle. Donc pour mettre en œuvre la solution, vous voyez en dessous, on a un partenaire de recherche et de développement qui est l'INRIA, ici dans les Yvelines. Il y a un laboratoire de recherche qui est commun entre l'INRIA et l'université de Versailles.
Donc le fameux coffre-fort de données dont on va parler, il est issu aussi de 20 ans de R&D, de ce qui s'est fait dans les Yvelines. Donc je crois qu'on peut être fier de ça, c'est vraiment un produit made in New dans les Yvelines. Voilà. Voilà. Alors, si on revient maintenant sur le fond. Ah oui, oui c'est ça. On va utiliser. Voilà. Donc, vous le verrez, il est là aussi le boîtier pour ceux qui sont un petit peu loin. On va entrer. Il faut passer sur la flèche. Ouais. Si ça marche, il y a 2 secondes. C'est une vidéo. Voilà, voilà. Voilà, 3 points. Donc, un petit schéma, on va essayer de faire des choses très très simples pour expliquer le système domicile. Et après, on reviendra un petit peu plus sur le fond. Mais les choses simples sont toujours faciles à comprendre. Donc, vous voyez ici, en bas à gauche, vous avez un petit boîtier domicile, qui est plein de technologies et qui va embarquer donc, des moyens pour assurer toutes les missions qu'on en attend. Donc, je vais vous le décrire un petit peu après. À côté, on a fait le pari d'une application mobile, du mobile. C'est-à-dire que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est y compris des personnes en situation de vulnérabilité, pourront avoir accès plus ou moins à un téléphone. Et grâce à des applications, on verra sur comment on conçoit ces applications, mais grâce à ces applications-là, j'interagis directement avec le boîtier en Bluetooth. Vous voyez? Donc on n'a pas besoin de réinstaller des écrans, on n'a pas besoin de reformer les personnes à l'utilisation d'un téléphone, parce que tout le monde sait utiliser un téléphone, dans la majorité. Et enfin, vous avez le troisième dispositif de la plateforme, qu'on appelait vraiment le portail domicile. Le portail domicile, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet à tous les utilisateurs, et je vais les citer tout de suite après, de pouvoir se connecter et de voir tout ou partie des informations en fonction des droits qu'ils ont. Donc, qui sont les utilisateurs de la plateforme domicile? Bien entendu, le bénéficiaire, son entourage proche et ses aidants. Bien entendu, ce sont tous les professionnels du secteur, donc toutes les structures d'aide à domicile. Et au-delà, ça pourrait être aussi une infirmière, un kiné, voilà, le travailleur social, voilà. Ça, c'est fondamental. Et puis, les derniers utilisateurs potentiellement, c'est tous ceux qui peuvent intervenir en secours. On pense aux pompiers, naturellement, si un jour ils ont besoin d'accéder au dossier. D'accord? Donc, pour accéder à domicile, soit je suis au domicile et j'y accède à travers une application mobile, et je vais voir une certaine partie des données, et en particulier le fameux carnet de liaison. C'est ce qui va me permettre, comme ça, d'assurer la continuité de la prise en charge. Soit je vais me connecter sur d'autres portails, et de temps en temps, je verrai des fois les mêmes informations, et de temps en temps, je ne verrai pas les mêmes informations. Et ça, c'est les règles de sécurité qui vont le dicter. Donc, domicile, c'est ces 3 ensembles. D'accord? s'est posé longuement la question de la propriété des données. Et c'est là que depuis plusieurs années, on assiste à un mouvement de fond qui est, vous l'avez connu ce mouvement de fond, puisque tout le monde connaît aujourd'hui le règlement général de la protection des données au niveau européen, le fameux RGPD. Mais bien avant le RGPD, si on regarde ce qui a été fait aux États-Unis, il y a eu le mouvement de l'Obamacare, où lors de la réforme du système de santé, on a obligé tous les acteurs à rendre les données aux patients, et c'est inscrit dans la loi. Donc c'est vraiment un mouvement de fond de remettre la personne au cœur et de lui redonner ses informations. Et un petit peu plus tard dans la présentation, on a choisi de vous montrer aussi le schéma cible Ma Santé 2022. Donc Ma Santé 2022, ça a été annoncé il y a quelques mois. C'est un grand projet de place qui vise à aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait à l'époque au niveau du DMP et qui vise à permettre aussi à la personne de gérer ses données et de dire quels sont les services que je vais activer et quelles sont les finalités qui vont être réelles par rapport à l'usage de mes données. Donc on voit bien, hein, c'est pour ça qu'on insiste, et c'est un basculement de l'appartenance des données. Avant, les données elles étaient un petit peu éparpillées, chacun avait un petit bout de la donnée, et là, tout ce qui se fait au domicile en tout cas, peut être tracé, je dis bien peut être, je ne dis pas qu'il le sera tout le temps, mais peut être enregistré, suivi au domicile, et la personne suivante qui arrive, et pour autant qu'elle ait les droits, j'insiste toujours sur les questions de sécurité, pourront accéder au carnet de liaison et le mettre à jour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement qui va permettre aussi de favoriser le fameux cloisonnement qu'on a entre le sanitaire et le médico-social. Voilà. Donc on espère que cet outil permettra aussi
dans un contexte de pluridisciplinarité, d'accélérer et d'avoir une meilleure continuité dans la prise en charge. Si je reviens maintenant aussi sur des mouvements de fond qu'on a, bon, on a bien vu le mouvement de la protection des données, chacun se réapproprie ses données. Ce qu'il faut voir, c'est que ce boîtier, il est autonome. Il fonctionne en local et il fonctionne sur pile. Il consomme très peu. Vous avez tous entendu les dérives du cloud à travers tous ces data centers qui sont énergivores, qui consomment je ne sais plus combien, et qui n'arrêtent pas de consommer. Et c'est un désastre sur le plan de l'écologie. C'est pas du tout adapté aux conditions. Voilà. Et là, on a un système autonome et qui veille aussi d'un point de vue écologique à respecter ce qu'on appelle de la basse consommation. C'est un système qui se met en veille quand on ne l'utilise pas. Et ça, c'est très important. C'est aussi ce positionnement-là qui est pris en compte dans le choix des technologies qui ont été faites. D'accord ? Voilà, je viens de... Voilà. Alors, un point qui est très important, c'est... on a parlé de protection des données. Donc la protection des données, c'est comment je vérifie qui a accès à la donnée, comment j'assure la confidentialité de la donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité, elle n'est pas définie par les applications qui vont accéder, elle est définie ici. Il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation dans le boîtier et qui va me donner, moi, mes droits quand je vais me connecter. Donc en fonction de mon profil, je vais avoir des droits et c'est vraiment le boîtier qui définit ces droits-là. Et le référent ou la personne aidée peut dire demain « Ah bah non, telle personne, je ne veux pas qu'elle accède à mon dossier. » Ah non, on a été au bout de la logique. C'est la logique du RGPD aussi, dans lequel on dit les données appartiennent à la personne et c'est à elle aussi de savoir gérer ça. Donc, c'est vraiment sous le contrôle de la personne. Le point de fond, c'est... Il y a 2 slides qui ont avancé au moment où tu discutais. Encore en recul. Oui. Mais on était là-dessus, voilà, sur l'optimisation. Voilà, on est vraiment sur une gestion sous le contrôle de l'usager. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le boîtier domicile ne va pas se substituer aux outils existants. Tout le monde a ses propres outils. Il y aura des outils, comme on le verra tout à l'heure, nationaux. Et il y a myriade d'outils. Donc, il vient en complémentarité. Et cette complémentarité, elle va se faire parce que le boîtier, il est aussi communicant et on verra comment. Donc, il est capable aussi de remonter de la donnée et de la resynchroniser, toujours sur le contrôle de l'usager. D'accord ? Voilà. Bon, l'utilité du carnet de liaison, j'y reviendrai pas, sauf si certains souhaitent poser des questions un petit peu sur la fin. On a dit l'essentiel sur cette partie-là. Voilà. Donc, Ma Santé 2022, on en a parlé. Donc, la question de l'interopérabilité, c'est vraiment ça. C'est moi qui vais décider de dire, par exemple, demain, on a enregistré mon poids. Des personnes ont enregistré mon poids. Je prends cet exemple qui est très, très simple. Et puis, du coup, je décide de mettre à jour la moyenne de mon poids dans mon DMP. Voilà. Bah, ça, il pourra le faire. C'est lui qui dira, bah, moi, je remonte l'information. Voilà. De la même façon, voilà, c'est vraiment sous l'autorité. Je décide, moi, quelles sont les données que je veux remonter et celles que je ne veux pas, et sous quelle forme je veux les remonter. De façon agrégée, de façon brute, qu'importe. Et donc ça, c'est un modèle qui est complètement ouvert, parce que, y compris avec tous les éditeurs de logiciels, demain, ils pourront dire, je joue le jeu de l'interopérabilité, et moi, dans le dossier de soins, moi, dans mon dossier de structure d'aide à domicile, ce qui m'intéresse, je voudrais remonter ces informations-là. Vous voyez ? Toujours, bien entendu, sous le contrôle de l'usager. C'est-à-dire que quelque part, s'il veut que personne ne voit ces données, bah, ça sera tout comme ça. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique de co-construction. Ça, je crois que c'est important de le dire, parce que c'est un dispositif qui est complètement nouveau. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité. Ça va être avec les usages qu'on verra comment on va l'adapter, le personnaliser. Et pour ça, pour jouer ce jeu de l'interopérabilité, bah, il faut qu'on arrive tous ensemble à se dire, en particulier par rapport aux pilotes qui vont être déployés dans les prochaines semaines, quels sont les échanges qui vont être nécessaires. Et ça, on va le faire en faisant. Voilà, on va le faire en faisant. C'est-à-dire, on n'a pas d'a priori,
on sait qu'à un moment donné, il faudra remonter de la donnée et on verra comment on le fera. Ouais, là, c'est là, voilà. Voilà. Donc concrètement, le carnet de liaison, comment ça fonctionne? On a une base de données, vraiment, qui est embarquée ici avec une sécurisation très forte de la donnée. On peut mettre ce qu'on veut, quelque part dans le carnet de liaison. Donc on peut mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Il y a des formulaires, excusez-moi, il est très sensible. Voilà, donc via différents formulaires structurés ou pas, on va pouvoir enregistrer tout type d'informations. Donc on l'a fait pour qu'il soit très évolutif. Donc dans la première version, on a fait des choix, on les a posés, et dans les versions suivantes, en tenant compte des retours terrain, des retours en particulier des pilotes qui vont être amenés à démarrer, on va pouvoir nous, dynamiquement, refaire évoluer un petit peu ce schéma pour prendre en compte un petit peu tous les retours. Voilà. Donc, excusez-moi, voilà. Ça, on l'a vu, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Donc, le contenu de la version 1, qu'est-ce qu'on a dans cette première version? Donc, accessible sur un mobile. Dans un premier temps, l'application qui sera téléchargeable fonctionnera sur des téléphones Android et par la suite fonctionnera aussi sur des iPhones. Mais là, la toute première version, on l'a faite sur Android. Voilà. Vous voyez, donc, quand je me connecte, j'ai une première partie. Ouais, ça n'arrête pas de bouger. Il y a une première partie où le département pourra diffuser une actualité très ciblée par rapport à ce qui se fait localement sur toutes les structures d'aide à domicile. Voilà, c'est aussi un moyen de communiquer. Ensuite, tout en bas, vous voyez, il y a une logique de carte mémo. Alors, les cartes mémo, c'est la volonté de diffuser du contenu en fonction de mon profil. Donc, si je suis une auxiliaire de vie, par exemple, je vais pouvoir avoir des cartes mémo qui sont spécifiques aux aides au lever, aux toilettes, aux repas, ainsi de suite. Vraiment des cartes mémo qui viennent dire d'un point de vue professionnel, voilà les prestations et voilà les modes opératoires. Et puis au milieu, là, je vais me connecter à une box. Vous voyez, je vais me connecter à une box. Donc à partir de mon application, je vais établir une connexion en Bluetooth, comme le Bluetooth quand vous rentrez dans votre voiture. Voilà, tout simplement. Et une fois que je vais me connecter au Bluetooth, je vais avoir les quelques fonctions qu'on a implémentées dans la version 1. Donc je vais vous le commenter. En haut, c'est l'application Notes. C'est un fil de discussion. C'est un fil de discussion qui va permettre d'enregistrer différents événements. On va pouvoir les typer en disant c'est lié à des aspects de déplacement, à des aspects de repas et ainsi de suite. On va pouvoir leur donner un niveau d'importance aussi. Et du coup, à chaque fois que je vais me connecter dans Notes, je vais voir aussi les notes qui me concernent. Je vais pouvoir voir ce qu'ont dit les intervenants précédents. Éventuellement, je vais pouvoir voir ce qu'a dit la famille, l'aidant, puisque lui-même, il peut écrire dans le dossier. Et du coup, ça s'appelle carnet de liaison numérique. À côté, je peux voir les passages. Alors les passages, c'est quelque chose de très simple, c'est tout ce qu'on a enregistré au domicile. Donc je peux voir qui est passé, tout simplement, à quelle heure il est passé. Voilà. Les informations relatives au plan d'aide, on en a profité, puisque en amont, il y a quand même le département qui a instruit un plan d'aide. Et donc, à travers cette fonction, on va montrer le plan d'aide courant et le plan d'aide précédent. Comme ça, s'il y a une révision de plan d'aide, automatiquement, là aussi, on pourra le visualiser. Dernier point, c'est l'entourage. C'est-à-dire que la personne elle-même pourra définir son entourage. Nous, quand on va initier le fond de dossier, si on a connaissance de l'entourage, on pourra le charger aussi. Voilà. Et on a l'entourage en deux parties, l'entourage privé, personnel, et l'entourage professionnel. Et ce qui est important, c'est que c'est par cette vue-là de gestion de l'entourage qu'on va gérer aussi les droits. C'est-à-dire qu'il pourra dire, voilà, je donne le droit à ma petite fille de gérer le carnet de liaison ou le dossier pour moi. Voilà. Elle va pouvoir comme ça donner le droit. Elle va pouvoir aussi retirer les droits en disant, ah non, là, Philippe, il ne regardera pas mon dossier. Voilà. Donc vraiment, cette notion de sécurité, elle est gérée de façon très très fine. Voilà. Et dans l'entourage, bien entendu, l'objectif c'est de donner les modes de contact, les téléphones essentiellement, pour pouvoir appeler rapidement les bonnes personnes au bon moment. Et puis le dernier rappel, c'est la fiche du bénéficiaire telle qu'elle est. C'est une signalétique très très simple. Voilà le contenu de la V1. Alors,
qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours, avant de revenir après de façon plus globale sur le positionnement. Actuellement, il y a une cinquantaine de boîtiers qui ont été déployés sur le département, en liaison avec 3 structures d'aide à domicile. Et courant novembre, la fonction carnet de liaison va être utilisée sur environ une trentaine de bénéficiaires. Et on va commencer la partie formation, accompagnement de la structure, des intervenants, dans les prochaines semaines, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une V1. Et l'objectif, surtout autour du carnet de liaison, c'est de prendre aussi compte des avis qui vont être faits dans l'utilisation de la solution. Donc on est bien dans une logique d'itération, d'amélioration par rapport à ce qui va être fait sur le terrain. Et on va écouter, on va prendre compte un petit peu de tout ce qui se dit, mais on va être dans une situation plus opérationnelle. Et c'est là où on va mesurer les usages. Je parle bien de la partie carnet de liaison, parce que pour l'autre partie, le volet télégestion ou redatage, on est sur des schémas classiques, connus, répandus. Il n'y a pas beaucoup d'interrogations. Voilà. Avant de rentrer dans comment domicile s'intègre dans un schéma plus global, et on va traiter aussi la question de comment ça peut échanger avec des systèmes tiers. Est-ce qu'il y a des questions sur le boîtier, son fonctionnement? Je préfère qu'on s'arrête là avant d'aborder la dernière partie. Oui, juste une question très basique. Oui. Le téléphone, le mobile dont vous parlez, il est fourni par le département? Non, c'est votre téléphone à vous. Le but, c'est que... De l'intervenant? C'est un téléphone, c'est-à-dire on part du principe que celui qui va au domicile, s'il a un téléphone, ben voilà, c'est bien, et s'il n'a pas de téléphone, ben, il fera éventuellement, il ne pourra pas accéder au carnet de liaison, et si c'est un intervenant qui doit enregistrer ses passages, il aura juste une carte. D'accord. Le cahier de liaison ne sera pas utilisé, donc, ou alors il y aura une intervenante qui utilisera le cahier de liaison. Attendez monsieur, je crois qu'il y avait une dame derrière vous. Oui, bonjour. Pour les sociétés qui ont déjà la télégestion, Oui. comment ça va se passer? Parce qu'on a déjà mis beaucoup de temps pour former nos collaborateurs et nos usagers, parce que ça va dans les deux sens. Donc, est-ce que cette application va rentrer dans une interface ou est-ce qu'on va nous demander d'arrêter la télégestion avec les éditeurs par lesquels on est passé? Alors la réponse, elle est très simple. Pour pouvoir déployer rapidement la partie télégestion, il a été arrêté que tout le monde va utiliser le boîtier pour enregistrer début d'intervention, fin d'intervention. Ensuite, le dispositif, il est communicant et tous ceux qui veulent intégrer automatiquement toutes les interventions dans leur système de gestion pourront le faire. C'est-à-dire qu'avec le téléphone qu'on leur fournit, elles pourront badger. Alors, non, pas aujourd'hui. Dans la version 1, pas avec leur téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles utiliseront une carte et elles enregistreront début-fin. Donc Ensuite, on va leur demander 2 fois. oui. C'est ça? C'est très rapide, hein. Je passe Ah ouais, non, dessus. mais c'est Je rapide fais ça. pour mettre une Voilà. blouse, c'est rapide pour Oui. mettre les chaussures, c'est rapide pour badger une fois, rapide pour badger Oui. 2 fois, et vous êtes déjà Oui. à Vous savez pourquoi? 10 minutes Vous savez pourquoi? d'intervention sur même pas 1 heure. On a un plan de déploiement sur 9 mois. Ouais. Donc à un moment donné, si on veut déployer sur la totalité, et on a bien pris en compte ce que vous dites, madame, hein, c'est sûr que ceux qui ont déjà un téléphone, Ah oui, ils pourraient c'est aussi très horodater. Le problème, la question, c'est que tout le monde aujourd'hui n'est pas équipé de téléphone. Donc s'il fallait attendre que tout le monde soit équipé de téléphone, ça va mettre un petit peu plus Ah, de oui. temps. Je- Donc juste pour me montrer, hein, je passe et je le pose, voilà. Et ça remonte immédiatement, voilà. J'ai fait que ça. Hein. Attendez, J'ai fait que inquiétez-vous ça, hein. pas. Je demande Voyez dans ces cas-là pourquoi les éditeurs ne se mettent pas en rapport avec vous pour arriver à trouver une solution Alors, qui n'ait madame, qu'un seul téléphone. On est tous en relation aujourd'hui. D'accord. Hein, on est tous en relation. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que tous les éditeurs travaillent sur la standardisation des échanges et en particulier sur le flux intervention. Donc tous les éditeurs savent échanger les interventions. Donc ils pourront tous récupérer les interventions telles qu'on les a enregistrées là et les remonter, les intégrer. Ça, il n'y a pas de difficulté technique. Hein. C'est le mouvement qu'on appelle Espadon et qui a été initialisé et qui est utilisé par la plupart des éditeurs aujourd'hui. Après, la question que vous posez, c'est à partir de mon outil à moi, Ben oui, comment je fais? parce que Mais ça- vous comprenez bien que par rapport à une version 1, il y aura d'autres versions. S'il avait fallu attendre de discuter avec chacun des éditeurs pour voir comment il peut faire, le projet, il va mettre vraiment beaucoup de temps, quoi. Donc là, je fais un appel. Je fais un appel. Tous les éditeurs qui veulent d'ores et déjà rentrer dans cette logique, on se voit tout de suite après. Et le système, il est fait pour être ouvert. Il n'est pas fait pour être fermé.
Le but, c'est pas de faire plus, d'apporter plus de contraintes. Au contraire, l'objectif, c'est de simplifier. Voilà. Donc, en particulier, nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a fait ici ce qu'on appelle une infrastructure très sécurisée, donc on doit respecter des règles, vous le comprenez aisément, la sécurité, on ne badine pas avec ça. Par contre, c'est très ouvert. Ça veut dire que ceux qui veulent l'utiliser directement pourront le faire. Et nous, après, c'est le jeu de l'interopérabilité, c'est ça. Et vous comprenez bien que dans un projet, à un moment donné, quand on doit déployer, ben on est obligé de faire des premières étapes, et puis au fur et à mesure, on va faire une deuxième, puis une troisième, ainsi de suite. Voilà. Là, par exemple, sur les structures qui ont démarré, pour répondre à votre question, madame, c'est un changement assez important parce que tout le système dont on parle, hein, il va jusqu'à la facturation, il y a un gros travail qui a été fait pour le déployer. Ils n'avaient pas de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont simplement ça, et ça se passe très bien. Elles l'utilisent, c'est pas contraignant, hein, vous l'avez vu. Chez le bénéficiaire, le système n'est pas du tout invasif. Hein. En dessous, c'est un socle de pile. Hein. Mais le boîtier, lui, en l'état, c'est que ça, hein, vous voyez? Non, mais moi, ce que je veux savoir aussi, c'est combien de temps va nous laisser le conseil départemental, puisque vous me dites que là, il y a une version 1, qu'il y aura une version 2, une version 3. Oui. Est-ce que le conseil départemental va attendre, je prends l'exemple de la version 3 qui pourra être adaptée aux outils qu'on utilise au quotidien, ou on va nous dire non, non, c'est dès la version 1 qu'il faut commencer? Alors, c'est ça. On a un calendrier de déploiement qui est celui que je vous ai dit. Hein. Quand on va rentrer en phase de généralisation, en 9 mois, on va généraliser sur toutes les structures. Si en même temps, votre éditeur, par exemple, il dit « Banco, on y va, on le fait avec vous dans les délais qui sont dus », bah, on le fera. C'est pas fermé, vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, on a peur que les éditeurs se bougent rapidement. Là. Mais maintenant, imaginons que ça prenne un peu plus de temps. Eh ben, dans un premier temps, vous utiliserez ça, et puis ça viendra peut-être 6 mois ou 7 mois après. Voilà. Voilà, c'est... Concrètement, quelle que soit la situation de la structure, au final, en résumé, ils auront la carte et les badges en main. Quelle que soit la situation et l'organisation de la structure. À T0, au moment du déploiement, oui. Il faut faire des choix, et c'est ce choix qui a été fait pour mettre en place toute la plateforme. Je rappelle, bien entendu, il y a les intervenants des structures d'aide à domicile, il y a d'autres intervenants aussi qui sont concernés, et qui ont besoin aussi de pouvoir écrire et d'autres. Et au fur et à mesure, encore une fois, ça a été fait de façon très ouverte. Et si des éditeurs disent d'emblée, moi je veux jouer le jeu, et on y va et on le fait ensemble, je vous dis, on le fera ensemble. Il n'est pas fermé le dispositif. Pour information, il y a des possibilités d'apporter du service autre que le carnet de liaison. Techniquement, hein, je parle. Hein, voilà. Et il suffit simplement que les éditeurs jouent ce jeu. Mais ce jeu, c'est le jeu dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la réappropriation des données. Les données sont là, la synchronisation se fait sous le contrôle de l'usager. C'est-à-dire que les fondements du projet éthique et social dont on a parlé, il faut les respecter. Mais si ça, c'est validé, les couches basses derrière ont été faites pour gérer la sécurité de façon extrêmement forte, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est quand même, il faut en être fier, dans les Yvelines, c'est le premier cloud de données personnelles, sécurisé. Donc tous ceux qui vont rentrer dans cette logique de cloud personnel sécurisé de données pourront implémenter aussi leurs services. Oui, attendez, je crois que... Oui. On parle de réactivité des opérateurs, enfin des éditeurs. Mais en réalité, la question, elle se pose dans tous les cas dès le début, puisque quand vous badgez avec votre badge en V1, oui. La donnée, a priori, il faut bien qu'elle remonte sur nos jeux logiciels, nos CRM. Oui. Donc l'interopérabilité doit se faire au final dès le début, parce que... Alors celle-là, vous l'avez dès le début. Celle-là, vous l'avez dès le début. Sans problème. D'accord. Donc là, pour les éditeurs, pour ça, c'est bon. Oui, pour ça, c'est bon. Quel que soit l'éditeur. Quel que soit l'éditeur. Sans aucune surfacturation. Ah bah nous, c'est pas le modèle. Hein. On n'a jamais fait... je veux dire, l'interopérabilité, chez nous, elle a toujours été gratuite. Et clairement, enfin vraiment, enfin là, je vais laisser... Le département va aider à financer ce qu'on appelle la mise en place de connecteurs, qui est en fait le coût à l'installation de cette interface, mais dans le flux, il n'y a pas de coût. Parce qu'il y a certains éditeurs qui... Voilà. Il y a certains éditeurs qui refacturent quand on passe par un autre... Voilà, vous avez tout à fait raison, mais là, c'est une relation commerciale avec vos fournisseurs. Et ce que vient d'expliquer Béatrice, le département va essayer d'aider, mais à un moment donné, vous savez très bien, il y a des pratiques commerciales qui sont très différentes. Voilà.
Par rapport à domicile, la plateforme en tant que telle ne produit aucun coût supplémentaire. C'est ça qui est important. Ne produit aucun coût supplémentaire. Y compris ça, c'est pris en charge complètement par le département. Donc il n'y a aucun coût du système domicile, que ce soit vers les aidants, la famille, que ce soit vers les structures d'aide à domicile. Voilà. Moi j'ai une première question, juste, Oui. c'est bien, la carte c'est simple. Ce qui veut dire que donc, toutes les structures vont avoir, vous allez envoyer un stock de cartes, j'imagine, à toutes les structures. Oui. Quel que soit leur mode d'exercice, mandataire, prestataire, tout le monde est concerné, emploi direct. Alors, allez-y Béatrice. Oui. Dans un premier temps, on est sur uniquement les prestataires APA. Mais ça, c'est uniquement pour la simplification de la première phase de déploiement du projet. On est resté uniquement sur les prestataires de l'APA. À terme, effectivement, tout le monde devrait être équipé. Dans un premier temps, uniquement les prestataires de l'APA. D'accord. Et du coup, moi je vois, on a souvent des cas d'hospitalisation. J'imagine que le boîtier va peut-être pas suivre la personne âgée à l'hôpital. Comment Ça a été conçu comme étant effectivement pouvant être emmené à l'hôpital et avoir alors uniquement dans l'enjeu d'accès aux informations qui sont présentes sur le boîtier. Oui, alors ça va faire l'objet de ce qu'on va appeler des règles de gestion, puisque dans l'idée d'installation de ce boîtier pour l'ensemble des SAD, ça va être aussi l'harmonisation des règles de gestion. Les règles de gestion, ça veut dire à partir de quand j'enregistre le début de l'intervention, est-ce qu'on se laisse des marges de manœuvre de 5-10 minutes, un quart d'heure, il y a autant de règles de gestion que de pratiques dans les départements. Qu'est-ce que je fais quand la personne est hospitalisée? Il y a déjà des règles qui existent au sein du département des Yvelines, elles ne vont pas changer. Quand quelqu'un est hospitalisé, normalement on ne paye plus le... Voilà. Les règles elles continuent là-dessus. Par contre, on se mettra tous d'accord sur des règles de gestion, à quel moment j'enregistre l'heure d'intervention, à la seconde, à la minute. Voilà. Là, il y aura une harmonisation sur l'ensemble des services. Et le reste des règles ne bouge pas. Madame, oui. C'est une question très pratique. On a, nous, des cahiers de liaison tout bêtes, mais comme on aide plus de 100 personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ça va, un cahier de liaison, c'est 40 centimes, on le remplace régulièrement au bout de boîtier, comment on va faire quand ils nous l'auront perdu? Et c'est pratiquement, je dirais, 2 à 3 fois par mois, quoi. Qu'on recherche, qu'on passe notre temps à chercher le cahier de liaison. L'idée, c'est que dans le cadre de la phase d'expérimentation qu'on a appelée pilote, tous ces éléments-là remontent et que nous, on sécurise, du coup, voilà, les questions qui remontent comme ça. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des cas qui se sont présentés et on réfléchit avec le SAT sur le meilleur endroit pour installer ce boîtier, éventuellement le fixer si nécessaire. Voilà. Voilà, il y a plein de choses qui sont évoquées pour effectivement simplifier le travail de tout le monde et ne pas se retrouver dans des situations comme celle-ci. D'autre part, les plans d'aide étant ce qu'ils sont et les besoins sont quelquefois supérieurs, il y a des parties donc, qui sont facturées en plein tarif aux gens. Comment ça va se passer au niveau du budget? Est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, il y a 30 heures de plan d'aide, on intervient 50 heures, comment ça va se passer? Non, toutes les interventions vous sont remontées, quel que soit le nombre et le volume. C'est après, au moment du calcul des lignes de facturation, qu'on voit le plan d'aide et qu'on rapproche par rapport au plan d'aide et qu'on va aller dans la limite du plan d'aide. Mais vous concernant, si on doit remonter toutes les interventions vers votre outil, on remonte la totalité, tout ce qui est enregistré. Alors, je continue mes questions, hein, parce que je ne suis pas monopolisée, mais là, pour l'instant, oui. On est bien sur les bénéficiaires APA. APA prestataire, oui. Voilà, APA prestataire. Si je veux ne pas prendre de télégestion et puis prendre votre système pour absolument tous mes bénéficiaires, combien ça me coûte, comment ça se passe? Alors, il y aura une extension qui sera possible, qui ne dépendra pas du département, parce que le bénéficiaire, lui, il a financé pour les bénéficiaires qu'il aide, et on pourra vous faire une proposition à côté en fonction de vos volumes, soit sur une forme d'abonnement par mois, ou soit sur une forme d'acquisition. Donc ça, on pourra le voir par la suite, et c'est naturellement une question aussi liée à des volumes de boîtiers, quoi. Voilà. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions. Si. Je rapporte juste le point, parce qu'effectivement, j'avais prévu de poser la dernière question qui avait été, parce que ça
risque de désorganiser un petit peu, puisque dans un premier temps, on risque d'avoir en gros des intervenants qui doivent, chez un bénéficiaire badgé, chez un autre pas. Donc du coup, c'est compliqué aussi à appréhender pour elle. Du coup, si dans un premier temps, c'est que les bénéficiaires à pas qui doivent être fléchés, du coup, il y a une vraie difficulté avec les intervenants qui, pour le coup, ça risque d'être un peu difficile de percevoir, bon, lui sur un plan d'aide à pas, donc il faut que je badge, sur celui-là, non, bah, celui-là, non, il n'y a pas besoin. Enfin, je dirais, alors, on a commencé là avec 3 structures, et pour l'instant, cette difficulté n'est pas remontée en tant que telle. Et pourtant, sur les 3 structures, il y a aussi d'autres bénéficiaires qui ne sont pas à la part. Dans la mesure où si je rentre au domicile et je sais qu'il y a un boîtier, voilà, visuellement c'est très facile, donc si j'ai ma carte, je ne me pose pas de questions. Effectivement, si je vais chez un bénéficiaire, il n'y a pas de boîtier, bah, il n'y a rien à faire. Voilà. Et donc, dans le cadre du pilote, le point qui a été soulevé, le positionnement du boîtier au sein du domicile, bah, c'est là où on va voir le retour terrain, où c'est mieux. Sachant aujourd'hui qu'il y a un installateur qui a l'habitude, qui fait déjà de la téléassistance et qui rentre au domicile, qui sait où mieux poser les objets. Voilà. Mais malheureusement, c'était pas un choix initial du département de devoir commencer le déploiement que sur l'APA, c'est une difficulté technique. Voilà. Donc on est désolé que ça complexifie la mise en œuvre du déploiement, mais c'était pas un choix initial. Voilà, on fait avec ce qu'on peut. Chacune a sa carte. C'est une carte vraiment individuelle que vous allez affecter, vous allez avoir un stock de cartes et vous allez leur affecter de façon très très simple une fois. Et du coup, ça permet aussi comme ça pour vous l'identification de qui est passé. Oui. Une question technique, la carte, ça va donner les droits, admettons que la personne ait le droit d'écrire dans le cahier de liaison. À partir du moment où elle badge avec sa carte, ça lui donne le droit d'aller dans le cahier de liaison, ou il va falloir qu'on leur donne les codes de tout le monde et... Non, c'est-à-dire que la carte, c'est vraiment une identification comme une carte sécu ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment pour l'identifier. Et ensuite, quand elle va utiliser, si elle utilise le carnet de liaison, la toute première fois quand elle va télécharger l'application, vu que vous avez déjà une carte, on va récupérer son compte et elle va être identifiée avec son compte. Voilà. Donc il n'y aura pas une nouvelle identification. Donc elle n'aura pas de code à taper. Non, elle n'aura pas de code à taper. Cette carte, si la personne ne reste plus dans la structure, qu'est-ce que devient? Si elle ne la rend pas, enfin bon, oui. Alors si elle ne la rend pas, vous-même c'est vous qui le savez qu'elle est partie, oui. Vous allez sur le portail et vous la fermez. Parce qu'une carte, elle est effective entre date de début, date de fin. Voilà. Je voulais savoir, d'accord. Et puis également, quelles sont les données que le bénéficiaire va pouvoir rentrer? Parce que là, il peut mettre n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il peut mettre, ou elle peut mettre n'importe quoi. Alors, dans le module de formation, il y a une sensibilisation aux données qu'on rentre réellement dans le carnet de liaison. Il y a des données qu'on peut rentrer, il y a des données qu'il ne faut surtout pas rentrer. Ça, c'est vraiment destiné aux professionnels. On va rappeler ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Hein. Il y a des choses qu'on ne met pas dans un carnet de liaison, enfin, vous le savez. Voilà. Et par contre, après, l'aidant lui aussi, hein, dans l'accompagnement, dans le formulaire, on va lui expliquer. Mais après, comme c'est sous son contrôle, ce sont ses données. S'il veut mettre lui-même des choses, voilà, voilà. Ce sont ses données à lui. Voilà. Une personne qui dit badger, ça arrive très souvent, nous elle nous appelle. Alors attendez, je crois qu'il y a... On essaie juste de se coordonner sur les questions. Une personne qui soit n'a pas eu le temps de badger ou a oublié de badger, parce que ça arrive régulièrement, comment elle fait? Elle appelle comme elles font aujourd'hui l'agence et nous on aura une main pour dire voilà, elle a oublié de badger donc on badge à sa place, hein, ou il n'y a rien et comment ça va remonter au département qu'il y a eu une intervention? Alors vous avez donné la réponse, madame. Vous allez avoir une alerte qui dit voilà, il y a des interventions qu'on appelle incomplètes. Ouais. Et c'est vous qui allez mettre la date et heure de fin manuellement. Parce qu'on veut. Voilà. Donc, ça veut dire que cette opération-là, il faut qu'on la fasse sur notre système, il faut qu'on la fasse sur votre système. Donc on la fait 2 fois. Nous, on vous remonte une intervention, elle est corrigée. Oui. Non, mais du
aujourd'hui, hein, vous savez, le retour d'expérience, je peux vous donner le taux de modification sur les ordres de frein. Oui, mais le Oui. retour d'expérience que vous avez fait, il est sur des petits volumes. Bah, je sais pas, vous savez combien on télégère d'intervention par mois, monsieur? Non, mais j'ai discuté avec des gens qui avaient fait l'expérience. Non, mais monsieur, vous savez combien on télégère d'intervention par mois? On n'était pas sur des volumes importants. Et vous savez combien on télégère d'intervention par mois? Non, bah dites-moi. 3 millions. Donc vous pouvez me dire, ça, la réalité, c'est qu'un dispositif... Écoutez, monsieur, je vais vous répondre. Un dispositif, au début, il y a toujours ce qu'on appelle une phase d'apprentissage. Cette phase d'apprentissage, elle prend 2-3 mois. Et pendant cette période-là, c'est ce qu'on fait toujours avec les départements, il y a toujours une marge en disant on ne va pas forcément tout de suite sur la facturation dès le premier mois, parce qu'on a besoin de prendre en main le dispositif. Après, pour répondre concrètement, ce taux-là étant faible, surtout vu la simplicité de l'eurodatage, je veux dire, dans certaines conditions, c'est un peu plus compliqué. Après, encore une fois, les schémas d'interopérabilité, ils sont ouverts. Si demain, on envoie un flux, et puis madame, elle dit, moi, je corrige dans mon outil, parce que je veux qu'un seul flux, et l'éditeur, il sait nous renvoyer l'intervention modifiée, c'est parfait. Et on le fait avec certains déjà, ça. Ce qu'on ne veut pas, c'est d'emblée se mettre tout de suite une somme de prérequis qui vont empêcher le projet d'avancer. Donc si votre éditeur, il dit, banco, moi, les modifications, je la fais chez moi, et qu'il renvoie les informations modifiées, bah, faisons-le. Nous, on est prêts, on le fait déjà. Bah, en plus, certains le savent. Une question technique, le transfert de données du boîtier vers le conseil départemental se fait de quelle manière? Alors, encore une fois, il y a dans le petit schéma là qu'on a montré, je vais revenir sur celui-ci, là. C'est un petit schéma simple, c'est celui-ci. Là, c'est une plateforme domicile. Vous voyez, quand la donnée remonte, vous voyez là, du boîtier, en montant, ça remonte vers une plateforme. Donc le flux, quand il remonte... Mais il remonte avec quelle technologie? Ah, c'est la technologie. Je pensais que vous vouliez savoir... Ça requiert une connexion Internet? Non. C'est-à-dire qu'on s'inscrit... Je vais vous répondre, madame. On s'inscrit toujours dans cette logique de basse consommation pour les raisons évidentes de préservation d'environnement. Et on a utilisé ce qu'on appelle un réseau bas débit, Sigfox en l'occurrence. Et c'est via ce réseau-là qu'on remonte l'information. Donc ça envoie des toutes petites trames de façon régulière. C'est très économe. C'est très peu consommateur en énergie. Il y avait vraiment cette volonté dès le début du projet de s'inscrire dans une démarche de préservation de l'environnement. Et c'est comme ça que ça remonte. Et ça garantit aussi la couverture. On sait qu'il y a des zones qui sont mal couvertes par des réseaux 4G ou Internet. Et donc Sigfox aujourd'hui couvre, je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est assez important. Le département des Yvelines qui garantit que ce ne sera pas un frein à l'enregistrement de l'heure d'intervention arrivée. Et c'est une remontée en continu ou c'est une remontée là, vous voyez, je la repasse. Voilà, ça y est, c'est remonté. Si je me connectais, c'est remonté. Voilà. Et juste deuxième question sur le contenu du cahier de liaison, parce que comme madame évoquait, il y a des structures, elles sont nombreuses à avoir un cahier de liaison papier, et là vous parlez d'un cahier de liaison numérique. Oui. Comment, dans la phase d'expérimentation qui est en cours, les structures gèrent-elles ces doubles outils? On va le préciser avec elles. On va le préciser, on va le faire en marchant. L'idée, elle est très simple, hein, c'est qu'au fur et à mesure, le carnet de liaison papier va s'arrêter. Donc maintenant, si pendant le pilote, comme tout le monde en plus n'aura pas forcément de boîtier, parce qu'effectivement, par rapport à... On a dit que c'était couvert que sur la part prestataire, voilà, donc certains auront leur carnet, et puis pour d'autres, on va vraiment utiliser celui-ci. Et on va, pendant le pilote, justement, prendre en compte les retours terrain, les améliorations attendues, pour qu'une fois que ces améliorations soient définitivement entérinées, ben on arrête le carnet de liaison papier. Voilà, donc ça va pas se faire... imposer aux structures, hein, c'est les structures qui vont prendre en main cet outil dématérialisé en lien avec les familles, en lien... Voilà. Et nous, on ne va pas imposer aux structures d'abandonner l'outil cahier de liaison papier. Le carnet de liaison, il a vocation à être lu. Oui. Bon, c'est pas avec la carte, ça suffit pas. Il faut donc un téléphone. Il faut un téléphone, monsieur, oui. Voilà, bon d'accord. Oui, il faut un téléphone. C'est pour ça que le carnet de liaison papier ne va pas disparaître du lendemain, parce que quand, par exemple, il y a plein de gens qui n'ont pas de téléphone et puis je ne peux pas y accéder, voilà, et donc
Ce qu'on pense, c'est que côté aidant, les enfants, ainsi de suite, le téléphone, ils l'ont. On le voit côté intervenant, il y a eu un gros travail fait, porté aussi par des financements CNSA pour équiper les structures, mais ce n'est pas encore le cas pour la totalité. Donc c'est un mouvement qui se fait, voilà, il faut peut-être encore 2 ans, 3 ans pour avoir 100% d'équipement. Voilà. Si j'ai bien compris, les informations, elles vont nous arriver aussi en instantané. Donc, une salariée qui n'a pas pris son poste, on le saura, parce que je me souviens que l'ancienne version, c'était un des défauts que je trouvais. Bon. Oui. On n'était pas prévenu. Là, maintenant, on va être prévenu de suite. Alors, vous avez 2 possibilités pour être prévenu de suite. Vous-même, sur la plateforme domicile, vous pouvez mettre, entre guillemets, l'équivalent d'un agenda côté bénéficiaire pour dire ben, j'aide Madame Duval. Attendez, je réponds, monsieur, aux questions, parce que c'est toujours pareil, c'est là, il y a beaucoup de questions. Vous pouvez le mettre vous-même parce que vous estimez c'est une personne très vulnérable et vous voulez vraiment être, voilà, j'ai envie de le suivre, quoi. Donc ça, une fois que vous l'enregistrez une fois, c'est une fois que je le fais, le système pourra vous alerter. Hein, vous allez recevoir un mail en disant, bah, sur ces personnes-là, dites vulnérables, bah, les interventions n'ont pas lieu. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est depuis votre outil de gestion, et là, c'est la question de l'interopérabilité. Votre éditeur envoie le planning, et ça, on sait intégrer le planning directement dessus, et là, vous l'aurez sur la totalité. Les 2 sont possibles. Voilà. Pour ça, c'est à votre main. C'est à votre main. Contrairement à une télégestion qu'on met en place nous-mêmes, on n'a pas un bip d'alerte qui nous dit attention, telle prestation n'est pas rentrée alors qu'elle devrait, enfin, elle n'est pas commencée alors qu'elle devrait. Alors, aujourd'hui, le mécanisme de notification, hein, c'est ça votre question, oui. C'est quelque chose qui tourne tous les quarts d'heure, parce qu'on sait qu'il faut se laisser un petit peu de plus ou moins de ça, et tous les quarts d'heure, on vous envoie la liste directement dans votre mail, donc en général, la messagerie, elle vous dit que vous avez un nouveau mail, et vous avez la liste des personnes pour lesquelles il y a un retard d'intervention. Voilà. C'est simple, parce que même si vous êtes à l'extérieur, depuis votre téléphone, si vous pouvez lire vos mails, vous n'êtes pas forcément connecté à votre outil, voilà. Donc pour répondre à votre question sur comment je peux être informé, soit vous le rentrez, soit vous demandez à votre éditeur qu'il envoie le planning, sinon bah, on ne peut pas savoir qu'il y avait une intervention qui était prévue à 8 heures. Alors, je rebondis sur la question de madame, là. Excusez-moi, vous avez dit comment ça remontait, et vous voyez là ça remonte sur la plateforme domicile. Et vous avez dit la plateforme du département. Bien sûr c'est le département qui assure la promotion et la sécurité de la plateforme, mais c'est la plateforme de tout le monde, si je peux dire. C'est à la fois la plateforme de l'usager, c'est aussi la vôtre, c'est aussi celle du département. Et c'est simplement une gestion de droit qui fait que chacun pourra voir. Donc quand le flux remonte, ce n'est pas le département qui va le voir en premier, qui va dire « Ah, voilà maintenant les autres peuvent le voir ». En fonction de vos droits, chacun va pouvoir le visualiser. Et ça, fondamentalement, c'est important parce que c'est ce qui vient sécuriser tout le process. Tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire même à travers un portail bénéficiaire, moi, aidant et qui suis à 500 km, je pourrais voir qu'on a bien commencé à aider ma maman, par exemple, vous voyez. Donc, oui. Quel partenaire crée le compte de l'usager? Alors, le compte de l'usager est créé automatiquement parce que le département, il envoie, lui, les plans d'aide actifs en APA prestataire. Et dès qu'il y a un plan d'aide APA prestataire, en fonction du déploiement, on sait que la structure A utilise maintenant le système domicile, l'installateur est notifié, il va installer le boîtier. Et les droits d'accès, parce que de mémoire vous avez dit que c'était l'usager qui définissait les droits d'accès de tous aux informations. Là, sur le boîtier, nous en standard, on met ce qu'on appelle une matrice d'habilitation qui a été validée par des référents RGPD. Voilà, ce n'est pas nous en tant que techniciens qui définissons les droits. Donc il y a un référent RGPD qui a dit ok, ce qui est proposé va bien. Après, on a fait quelque chose de simple, sous le contrôle de l'usager, il peut juste dire lui je le répudie ou lui je le valide. On n'a pas été aussi loin, on pourrait techniquement, mais vu aujourd'hui l'avancement du projet, on n'a pas été aussi loin de dire lui va la modifier, lui va faire ça, parce qu'après ça fait un peu compliqué. Par contre, si vraiment il veut blacklister Maurice, bah, il pourra blacklister Maurice, voilà, tout simplement. Et ça, c'est qui ouvre les droits au fur et à mesure des différents intervenants? Ah, ça se fait de façon automatique, parce que chaque personne est identifiée, authentifiée, donc on connaît le rôle de chaque personne dans le dispositif. Et donc par rapport à son rôle, on connaît la sécurité d'accès aux différents dispositifs. Par exemple, un infirmier libéral qui intervient au domicile pourra consulter le... Oui,
Et il sera identifié. Alors même si c'est pas le périmètre de la V1, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de données de santé enregistrées dans ce dossier de liaison. On a commencé la première version dans l'idée de d'abord capitaliser sur des données dites médico-sociales. À terme, on aimerait avoir des données de santé et donc effectivement, il y a des enjeux de sécurisation qui sont très importants. Aujourd'hui, les 3 grands groupes qui sont identifiés, c'est l'usager, ses proches, les professionnels, et dites-moi si je me trompe, et le voisinage. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc dans ces 4 catégories, quand on enregistre quelqu'un dans l'entourage, on enregistre forcément dans une de ces catégories, et cette catégorie définit derrière les accès à certaines données ou non. Voilà. Et qui enregistre l'entourage ou le voisin? Alors, au début, quand on fait ce qu'on appelle l'initialisation du boîtier, si le département a de l'information, si vous, structure d'aide à domicile, vous avez de l'information, on peut utiliser cette information pour faire le fond de dossier. De la même façon, ça peut être resynchronisé à profil de l'autre, et la personne elle-même ou sa personne de confiance peut le faire manuellement à travers l'application. Donc elle peut dire, voilà, moi, ma petite fille, voilà son numéro, et c'est elle qu'il faut appeler, quoi. Voilà. Oui. Allez-y. Alors, après, ce que je vous propose, parce que je voulais aller au bout juste de la notion de plateforme. Non, ça va pour la communication, j'ai compris. Non, je veux savoir exactement quel est le contenu. Le contenu concernant le malade, est-ce qu'il y a son anamnèse de tout ce qu'il a eu pour... Non. Non. Il n'y a non, rien non. du tout. Rien. Il n'y a rien du tout. Rien. Là, l'objectif de la V1, c'est juste le carnet de liaison, gérer les transmissions, point. C'est pas de reprendre l'historique du dossier, par où il est passé, ses antécédents, son état de santé mentale, ainsi de suite. Ça, c'est ce que disait Béatrice, c'est un autre sujet qui doit être vu le moment venu, en particulier avec l'ARS, comment ça s'ouvre dans ce monde du soin, c'est un autre débat. Nous, en tant que techniciens, on sait qu'on peut gérer tout type de données. Voilà, maintenant l'usage, quelles sont les données qu'on va gérer, c'est pas à nous de le définir, c'est vraiment à vous, avec vous, le département, l'ARS, tous ces acteurs-là qui vont dire effectivement, on aimerait bien ajouter cet item-là, cet item, c'est possible, oui, non, et que ça soit validé. Parce que ça peut faire gagner un temps fou pour un médecin qui est appelé en urgence, qui aurait un passe-partout, par exemple, oui. Et il pourrait savoir exactement chez qui il va. Bien sûr. C'est pour ça que dans le projet, dans son origine, l'utilisateur pompier, ils sont souvent appelés SAMU, et pour eux, leur donner une intégralité. Mais ça encore, on fait toujours les petits pas. Nous, techniquement, on fait la différence entre le contenant et le contenu. On apporte le contenant, on sécurise le contenant, on définit les droits d'accès sur le contenant, et le contenu, c'est vu avec le département, c'est vu avec les référents RGPD, ça sera vu le moment venu avec l'ARS et les autres acteurs pour savoir ce qu'on y met. Qui va installer le boîtier? Alors aujourd'hui, l'installateur qui a été missionné, c'est la société Vitaris. Si je comprends bien, du coup, le cahier de liaison sera accessible et visible via la plateforme par les proches et la famille et potentiellement le voisinage, on est d'accord? Alors, uniquement au domicile. Les données du carnet de liaison ne remontent pas. Ils remonteront, et c'est justement le schéma que je voulais vous montrer. C'est ça la logique, parce qu'on s'inscrit d'emblée dans le schéma CIP de Ma Santé 2022. C'est dire, on ne remonte pas toutes les données comme ça, et vous le savez, de temps en temps, vous êtes des professionnels, il y a des données qui sont vraiment très 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 personnelles et qui n'ont rien à faire dans un cloud ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va remonter? Nous, ce n'est pas à nous de le définir. Par contre, nous, ce qu'on a prévu, c'est ça. C'est ce schéma-là, et comme ça permettra de revenir sur le schéma de Ma Santé 2022. Je vais aller directement à l'essentiel. Vous voyez, ici, vous avez ce qu'on appelle l'entrepôt de données de Ma Santé 2022. Alors, je fais quelque chose de très très court, mais ça va au-delà du DMP. À terme, vous allez pouvoir aussi voir ce que l'assurance maladie a remboursé, ce que le portail Amélie offre. Vous allez pouvoir voir vos prescriptions, enfin bref. Ça, c'est très documenté, et je vous invite à aller lire Voilà. Donc nous, à terme, ce qui va se passer, c'est que le boîtier, par une synchronisation toujours par rapport à une application mobile, va pouvoir remonter de la donnée sous le contrôle du patient. Donc si demain, ensemble, vous dites, moi je veux synchroniser les transmissions d'actes de soins, parce que c'est important que moi, dans mon dossier de soins, j'ai les transmissions de soins, et qu'on a enregistré des transmissions, sur le même schéma, on pourra dire, voilà, je remonte des transmissions de soins,
sous le contrôle de l'usager de la même façon et en disant voilà, et c'est sur tel éditeur parce que lui vient compléter par exemple son dossier. Et c'est ce qu'on va faire avec Ma Santé 2022 et à terme les applications seront labellisées et elles seront directement ici activables depuis le store de Ma Santé 2022. Le store 2022 c'est quoi? C'est des applications que l'usager pourra activer ou pas pour mettre à jour tout son espace numérique de santé. Voilà. Et donc la synchronisation, elle se fera de cette façon-là. Toute la synchronisation vers les systèmes tiers, à la main de l'usager, va pouvoir comme ça être généralisée. Voilà. Donc ça va être des échanges très simplifiés. Tout l'intérêt aussi de la solution, vous le savez, il y a de plus en plus, il y a encore beaucoup de territoires qui n'ont ni Wi-Fi, ni Internet ou quoi que ce soit. Là, on couvre vraiment la totalité et ça joue le rôle de ce qu'on appelle un hub de données de santé qui vient sous le contrôle de l'usager venir synchroniser différents environnements. Donc ça veut dire que le cahier de liaison sera visible que pour une personne qui est sur place. Dans la version 1, et j'insiste, dans la version 1, oui, il reste au domicile, mais on ne fait pas moins bien qu'aujourd'hui parce que le carnet de liaison papier, il est au domicile. Il est visible que quand je vais au domicile. Peu importe, à vrai dire, c'était pas vraiment le... Bah si. Moi, mon intérêt, en fait, c'est que comment on peut être sûr qu'on ne soit pas mis en porte-à-faux sous prétexte que nos intervenantes n'ont pas de portable et que du coup la famille se plaint parce qu'il n'y a rien sur le cahier de liaison numérique. Dans quelle mesure ça ne peut pas nous mettre en porte-à-faux, nous? Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que, pas forcément le téléphone. Mais parce que quand le dispositif il est déployé, le département communique et il remet une brochure à la famille, à l'usager, en disant que son carnet de liaison n'est accessible que par des intervenants qui ont un téléphone. Je veux dire, c'est comme ça. C'est voilà. Je veux dire, c'est. Attendez, Madame El Khomri, attendez, excusez-moi. Juste dans le. Vous avez été mettre avec ça et pourtant ça me permet bien d'être en lien avec tout le monde. Hein. Et ça coûte pas cher. Et je peux le laisser tomber, il ne se cassera pas. Juste par rapport à Ma Santé de 2022, parce que c'est un schéma sur lequel on a commencé quand même à bien avancer. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que par rapport au déploiement précédent, on a souhaité remettre l'usager au cœur du dispositif. Et c'est pour ça que toute l'offre, elle est centrée sur ce qu'on appelle l'espace numérique de santé. C'est l'une des grandes applications avec le store sans santé. Et c'est lui qui va fixer justement les règles d'arbitrage et qu'est-ce qu'on peut partager ou pas, quelles sont les données qu'on peut partager, est-ce que je mets dans mon store ou pas. Ça, c'est un point de fond, ça va arriver assez rapidement, hein, puisque dans les calendriers qui sont annoncés, on parle de 2022, vous voyez, et donc ça, progressivement, pour ceux qui ont déjà ouvert par exemple leur DMP, voilà, ils ont déjà commencé à avoir un compte d'accès, et ça va se généraliser. Voilà, ça va se généraliser. Oui. Une remarque, c'est que mon constat, c'est qu'une population qui intervenante, payée au SMIC, on lui demande de mettre à disposition de son employeur son véhicule, et puis maintenant on lui demande de mettre à disposition de son employeur son téléphone. On va aller où comme ça? Oui. Alors, aujourd'hui, la question se pose déjà depuis très longtemps, hein. Elle n'est pas liée au projet domicile, vous le savez bien. Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'applications utilisées dans les structures d'aide ou de soins à domicile se basant sur un téléphone, il y en a énormément. Donc après, voilà, et la structure paye le téléphone, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle sous le contrôle, mais aujourd'hui, il y a des financements qui sont fléchés pour aider les structures. Alors, effectivement, on réfléchit avec INVI à le meilleur moyen d'utiliser les fonds disponibles de la CNSA et du département pour aider à l'équipement des structures. Et voilà, on réfléchit aujourd'hui à l'ensemble des possibilités. Le téléphone, en l'occurrence, je crois qu'il y a des conventions collectives qui permettent d'avoir une revalorisation salariale si l'intervenant utilise son téléphone. Bon, c'est pas optimal, on n'est pas là pour débattre de la valorisation de ces métiers, il y a eu d'autres ateliers pour ça, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, voilà, on n'y est pas, mais avec INVI, on réfléchit effectivement à utiliser les fonds qu'on a pour équiper au mieux l'ensemble des structures. Voilà. Et cette décision, vous la prendrez, vous avez une idée? Parce que moi, ça fait depuis, même à Madoc, j'en entends parler,
d'équipement de... Ouais. Et puis de l'aide financière et compagnie. Et ça, c'est lié en fait, c'est tout à fait, c'est lié au calendrier de déploiement. Voilà, parce que c'est en fait ce qu'on ne mettra pas à perte dans la mise en place des connecteurs ESPADOM, et on sait effectivement que des éditeurs sont assez gourmands voilà, dans le financement de ces connecteurs. Donc c'est tout le travail qu'on va pouvoir faire, nous, pour faire descendre ces coûts et pour libérer des moyens pour équiper les structures. Voilà, s'il y a d'autres questions. Bien. Très bien. Merci à tous. Merci à tous alors pour votre attention. Merci. Merci.